Ou est-ce que tout le monde est bien installé, à peu près, autant que possible? Bon, alors très rapidement, parce que nos intervenants et nos intervenantes en parleront bien mieux que moi, mais pourquoi parler du travail? Parce que oui, on est un parti qui défendons la question du revenu universel, la question de la diminution du temps de travail. C'est caricaturé pour dire que c'est une manière de ne pas parler du travail, et c'est une réflexion qu'on doit articuler pour mieux montrer que cette demande, c'est à l'inverse une réflexion sur ne pas travailler, mais comment travailler, comment avoir un travail qui a du sens, comment avoir un travail qu'on choisit, comment revaloriser les métiers qu'on fait parfois de manière contrainte. Et voilà, donc cette question-là du travail, on est souvent caricaturé, et peut-être qu'il y a aussi cette réflexion à faire chez nous, de se dire que ce combat pour la réduction de travail, pour les loisirs, pour l'émancipation, c'est aussi un combat sur les questions des conditions de travail, y compris dans les milieux industriels, y compris dans des secteurs qui paraissent parfois très éloignés. Donc moi, je veux vraiment remercier Charles Fournier de l'organisation de cet atelier. C'est la continuité d'un travail que tu mènes, que tu as mené déjà en tant que vice-président du conseil régional, alors plutôt sur les questions d'économie sociale et solidaire, de structuration des filières, et que tu continues au sein du groupe à l'Assemblée nationale, puisque Charles Fournier était notre chef de file sur la loi Industrie verte, qu'il a fait tout un rapport sur cette question de l'industrie, et qu'il a fait ensuite un tour de France pour aller rencontrer à la fois les coopératives, mais aussi les gros industriels, Arkema, ST Microélectronique, et donc vraiment pour aller voir à la fois patrons et salariés et discuter de la question des conditions écologiques de réindustrialisation de la France, à la fois en termes environnemental et en termes social. Donc merci beaucoup pour l'organisation, c'était assez bon. Sont présents pour intervenir voilà, François Ruffin, député Picardie Debout, membre du groupe écologiste et social, que normalement on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Alors voilà, je pense que vous connaissez son travail, journaliste, réalisateur, notamment des films Merci Patron et Debout les femmes, qui met la question du travail au centre, à la fois comment on se bat quand on va perdre son emploi, ou comment on arrive à revaloriser tous ces métiers du lien, ces métiers qu'on ne regarde pas, qui sont peu considérés et qui sont mal payés. Ton dernier ouvrage, c'est justement sur la question du mal-travail, à la fois un état des lieux sur l'état du mal-travail en France, et aussi sur pourquoi est-ce que certains profitent de ce mal-travail. Je pense qu'on peut largement l'applaudir aussi. Ça n'a rien à voir avec l'atelier, mais je me permets quand même, surtout que vous savez, on a eu un petit sujet d'actualité qui s'appelait la dissolution, et que François Ruffin a fait campagne et a été élu en Picardie. C'est l'un des seuls députés de gauche en Picardie qui a réussi à battre le Rassemblement national. Et ça, je peux vous dire sur les 193 députés, même si on a tous fait campagne, même si c'était difficile, il y a des territoires où c'est plus difficile que d'autres. Et cette circonscription, elle aurait été perdue par la gauche si ce n'avait pas été François Ruffin qui était candidat. Nos autres invités, nous avons Agathe, alors c'est Le Berder, donc voilà, qui est secrétaire générale adjointe de l'UJID-CGT, inspectrice du travail avant ce poste, chargée d'études au ministère du Travail, donc une vraie connaissance à la fois de terrain, des remontées, mais aussi dans ta pratique professionnelle. Il me semble que vous aviez lancé aussi une campagne sur la réduction de travail en 2023, l'UJID-CGT, donc à la fois on va avoir des vrais points de convergence sur pourquoi parler de la réduction du temps de travail, ça veut dire aussi parler, je pense, des conditions de travail et
de l'amélioration du travail pour tous et tous. Voilà, donc merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté et de venir parler. C'est vrai que les syndicats, ces 2 dernières années, contre la volonté d'Emmanuel Macron, ont repris une vraie place, c'est-à-dire une unité extrêmement forte pendant le combat des retraites et ensuite, effectivement, profiter de ce combat, malheureusement, on va dire, on espère juste pour le moment perdu, mais qu'on pourra bientôt gagner, reparler des questions, des conditions de travail, du sens du travail, dans un moment où c'est une question cruciale. Donc merci beaucoup à vous d'être là. Donc à ses côtés, Thomas Coutreau, qui est économiste, qui a été coprésident et porte-parole d'Attaque France de 2009 à 2016, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, et qui avant cela avait dirigé le département conditions de travail et santé au ministère du Travail. Donc cette question du sens du travail, c'est quelque chose que vous portez beaucoup dans vos livres, vous en avez écrit plusieurs. Le dernier en date, c'est redonner du sens au travail, une inspiration révolutionnaire. Donc on va parler de cette question aujourd'hui. Coécrit, pardon, excusez-moi, vous avez raison, coécrit cet ouvrage. Et enfin, à côté de vous, Majdouli Dvaï, notre toute nouvelle eurodéputée, puisqu'elle fait partie de l'économie. On rejoint le Parlement européen, mais si Majdouli a rejoint le Parlement européen, c'est aussi la continuité de très longs combats. Majdouli Dvaï est sociologue de l'environnement. Elle a cofondé l'Université populaire et citoyenne à Roubaix, dans lesquelles déjà la question de justice sociale, de travail et d'environnement a été fortement liée. Et c'est un combat que tu mènes particulièrement dans l'univers du textile. Donc elle est membre du collectif L'éthique sous l'étiquette. Elle est présidente d'une coopérative d'économie circulaire pour repenser justement ce milieu textile. Elle se bat contre la fast fashion et elle est également autrice d'un livre, Une mode éthique est-elle possible? Donc voilà, ce combat qu'elle a mené sur le terrain de manière extrêmement pratique, elle va, et on le sait parce qu'on a travaillé ensemble à l'Assemblée grâce à son soutien sur le texte sur la fast fashion, je sais qu'elle continuera ardemment au niveau du Parlement européen et moi je serai un peu inquiète de la voir arriver. Donc pour commencer cet échange, on va commencer par vous, Thomas Coutreau, sur la question justement, donc je le disais, la question du sens du travail, c'est quelque chose que vous étudiez depuis longtemps, mais vous trouvez qu'il y a une actualité très particulière depuis la question du Covid, que là où la question était d'occuper un emploi, maintenant la question de quel emploi on occupe et de pourquoi on l'occupe devient important. Donc peut-être revenir sur pourquoi ça devient une question aussi importante aujourd'hui et quelles sont les transformations auxquelles on assiste dans le milieu du travail. Oui, merci Cyrielle, donc, merci de l'invitation. Moi ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je viens à l'Université d'été des Verts et en plus pour parler du travail, ce qui est un peu une surprise pour moi parce que c'était pas tellement un sujet sur lequel je vous attendais et donc je suis très content que vous le preniez à bras le corps. Et je dois dire, c'est pas seulement les Verts, hein, parce que je ferai la même remarque dans les autres partis de gauche. François en sait quelque chose. C'est très difficile de parler du travail, mais vraiment l'emploi, la réduction du temps de travail, les salaires, ça, il y a beaucoup de choses dans les programmes, dans les discours des partis de gauche, mais sur le travail, les conditions du travail, l'organisation du travail et comment on peut démocratiser le travail et la participation de chacun à son œuvre quotidienne, ça c'est quelque chose qui est un impensé de la gauche et des écologistes et ça devient, à mon avis, de moins en moins tenable. D'ailleurs, j'entendais Grégory Doucet tout à l'heure dans la table ronde précédente qui expliquait comment, à la mairie de Lyon, ils accordaient une importance toute particulière aux questions d'organisation du travail de la municipalité. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors,
les dirigeants aujourd'hui, les dirigeants de notre économie, se plaignent beaucoup d'une épidémie. Alors, certains parlent d'épidémie de flemme, d'autres parlent d'épidémie de troubles mentaux, ce qui correspond plus à la réalité. L'impact économique du déclin de la santé mentale sur les entreprises françaises ne peut plus être ignoré. Ça, c'était une tribune récemment publiée dans Le Monde par le président de la Fédération des hospitalières privées, PSI, qui voit déferler dans les hôpitaux psychiatriques privés des salariés victimes de problèmes de santé mentale liés au travail. Lui estime à 80% la proportion de personnes atteintes de troubles mentaux originaires de leur travail. Alors les dirigeants sont nombreux à s'en plaindre, mais il n'y en a pas beaucoup qui remettent en cause la racine essentielle de ces troubles mentaux, ces troubles psychiques, cette épidémie, qui est l'organisation du travail qu'ils ont mis en place eux-mêmes depuis une trentaine d'années de façon systématique. Ce qu'on appelle le lean management. Alors, je ne vais pas faire une description détaillée de ce que c'est le lean management. Il y a un excellent bouquin collectif qui s'appelle « Que sait-on du travail ?» coordonné par Bruno Palier, qui, dans plusieurs chapitres, décrivent en détail ce que c'est que le lean management. D'ailleurs, c'est déclinaisons selon les pays qui sont assez différentes. Mais en gros, l'idée quand même, particulièrement en France, c'est d'aller encore plus loin que le taylorisme dans la parcellisation du travail, dans son contrôle, dans son intensification, le raccourcissement des délais, la suppression des temps de pause et d'échange entre collègues, et finalement d'accroître encore, si c'était possible, les principes même du taylorisme. Et les principes même du taylorisme, c'est quoi? C'est la séparation entre ceux qui conçoivent le travail, et ceux qui l'exécutent. Ce que Simone Veil appelait le divorce entre la pensée et l'action. Simone Veil, la philosophe, je précise. Et les salariés dans les entreprises sont soumis à une déferlante de changements organisationnels visant à intensifier de plus en plus leur travail, à le mettre en chiffres, à le numériser, à l'algorithmiser maintenant, sans qu'ils soient jamais consultés, ou presque jamais consultés ou associés à ces changements organisationnels. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que cette disjonction, ce divorce entre la pensée et l'action au travail rend profondément malade. Ça rend malade de ne pas comprendre pourquoi on travaille, de ne pas comprendre, de ne pas avoir la prise, de ne pas avoir son mot à dire sur ce qu'on fait, sur les décisions quotidiennes qui impactent notre activité. Quand vous êtes, alors, je ne vais pas rentrer là non plus dans des exemples concrets, mais quand vous êtes aide-soignante, infirmière, et que vous passez votre temps à faire du reporting, à chronométrer vos tâches, que ça supprime toute possibilité d'échange et de prise en compte fine des besoins, de la situation réelle du patient ou de la patiente, eh bien, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ça pèse lourdement sur votre mental, sur votre morale, et à la longue, ça crée de multiplicité de troubles musculo-squelettiques, de symptômes dépressifs, etc. Alors, bien sûr, les managers essaient de contrôler de plus en plus finement, y compris avec les outils numériques et algorithmiques, le travail, mais le travail résiste d'une certaine façon, parce que le travail vivant, le travail réel, c'est toujours autre chose que ce qui est prescrit par les managers. On est toujours obligé de se débrouiller, d'inventer, d'improviser, parce que les choses ne sont jamais comme c'est prévu par l'encadrement. La prescription ne prévoit jamais ce qui va vraiment se passer dans l'entreprise. Donc il y a toujours un espace de liberté, un espace de déploiement de ce que les psychologues appellent le travail vivant, à la suite de Marx d'ailleurs. Sauf que cet espace de déploiement du travail vivant, il est de plus en plus comprimé, de plus en plus réduit, et de plus en plus marginalisé, méconnu, inconnu, y compris et particulièrement des managers. Et on a là la racine de ce qu'on a pu identifier dans nos travaux avec Coralie Pérez comme la perte de sens du travail. Ça signifie quoi, cette perte de sens du travail? Ça signifie qu'on ne comprend plus à quoi sert notre travail. On n'est plus en mesure de satisfaire les besoins réels des usagers. On n'est plus en mesure de travailler conformément à notre conception du travail bien fait, à nos valeurs éthiques, morales, professionnelles, y compris à nos valeurs écologiques, parce qu'on est amené à faire des choses dans notre travail qui vont porter atteinte à l'environnement, ce qu'on appelle le conflit éthique environnemental, qui est une dimension croissante de la souffrance au travail. Et puis on ne peut plus non plus apprendre des choses nouvelles, se développer, accumuler de l'expérience,
croître, enfin s'augmenter par son travail. Et donc ça pose d'énormes problèmes de santé mentale, des problèmes de santé publique, mais ça pose aussi un problème qui est peut-être moins bien identifié, sur lequel j'ai essayé de travailler récemment, qui est les répercussions que ça peut avoir dans la sphère politique. Il y a toute une série de philosophes, de politistes et même de psychologues du travail, comme Christophe Dejour ou Yves Clos, qui ont identifié le fait que être soumis à un travail aliéné, répétitif, où on n'a pas son mot à dire, où on est un objet et pas un sujet, ça a des conséquences sur la manière dont on conçoit, dont on se voit comme citoyen dans la sphère publique. Si vous passez votre temps à obéir passivement à des ordres dans l'entreprise, vous n'êtes pas en mesure de déployer un agir citoyen autonome et éclairé. Vous vous considérez comme incompétent de toute façon, et ça va vous amener soit à l'abstention, soit à un vote d'extrême droite. Et ça, j'ai pu le documenter dans une étude récemment publiée par l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale pour lequel je travaille, qui est au service des organisations syndicales, où j'ai pu montrer que le fait d'avoir peu d'autonomie dans son travail, mesuré dans les enquêtes sur les conditions de travail du ministère, c'est fortement corrélé à l'abstention aux élections. J'ai utilisé les élections présidentielles de 2017 et européennes de 2019. Le résultat est le même dans les deux cas. Et un autre résultat, c'est que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer sur l'organisation de son travail dans le cadre de réunions organisées avec la hiérarchie, le fait de ne pas avoir ces espaces de discussion sur son travail est fortement associé au vote pour le Rassemblement national. Si vous n'avez pas de voix dans votre travail, que vous vous sentez incapable de peser, de dire ce que vous ressentez et de proposer des alternatives, eh bien ça nourrit le vote d'extrême droite. Les travailleuses et les travailleurs réduits à l'impuissance dans leur travail sont des citoyennes qui se sentent, et des citoyens qui se sentent impuissants dans la vie publique. Alors, cette organisation du travail, elle a longtemps été acceptée d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle le compromis fordiste. Vous savez, j'aime bien la formule, on a échangé le pouvoir d'agir contre le pouvoir d'achat. On a échangé l'acceptation de l'aliénation au travail contre la réalisation dans le consumérisme. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus tenable, ne serait-ce que pour des raisons écologiques évidentes, mais aussi pour des raisons de santé publique que je viens d'évoquer. Et donc, évidemment, il faut donner à chacun les moyens de vivre dignement. Donc la question du salaire, et notamment des bas salaires, reste une question absolument essentielle. Mais il faut aussi donner à chacun la possibilité de dire son mot sur son travail et de peser sur l'organisation quotidienne de son travail. Alors, dans les programmes des partis de gauche, on trouve des choses sur la démocratie au travail. On trouve des choses sur les transformations de la gouvernance des entreprises. La codétermination, la participation des salariés au conseil d'administration, voire même la socialisation des grands groupes financiers ou bancaires ou industriels. C'est des choses qu'on trouve dans les programmes des partis de gauche. Par contre, des propositions pour faire en sorte que, instituer, je dirais, ce que j'appelle le mot à dire sur son travail, là, il n'y en a pas. Au mieux, on parle de rétablir les CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail qui ont été supprimés par les ordonnances Macron, mais dont on sait bien, quand on connaissait un peu leur fonctionnement, voilà, ils avaient un fonctionnement certes utile et nécessaire, mais qui était très loin d'apporter des réponses suffisantes, notamment sur les questions d'organisation du travail, sur lesquelles ils étaient fort peu sollicités et fort peu investis. Donc moi je parle de l'urgence d'instituer de nouveaux droits pour que les salariés, les travailleuses et les travailleurs puissent peser au quotidien sur les décisions qui les concernent, en particulier les décisions des changements dans l'organisation du travail qui diffèrent sur eux au quotidien et qui alimentent ce sentiment de perte de sens. Dans l'article dans le chapitre que nous avons fait avec Coralie Pérez dans le bouquin que sait-on du travail, on a montré que oui, les changements organisationnels, en général, ça dégrade le sens du travail, ça dégrade la santé mentale au travail, sauf dans un cas, quand les salariés disent qu'ils ont été associés à ces changements, qu'ils ont eu leur mot à dire. Ils ont été écoutés. On a pris en compte leur avis pour mettre en place ce changement. Ça concerne seulement 15 à 16% des salariés. Vous voyez, c'est quand même très très minoritaire, mais ces gens-là, ils vont mieux et ils trouvent plus de sens à leur travail
que les autres, et même que les gens qui n'ont pas connu de changement dans leur travail au cours des 12 mois qui précèdent l'enquête. Donc vous voyez, c'est vraiment une question absolument essentielle, cette question de la démocratie au quotidien. Je dirais de la démocratie à la base, la démocratie directe sur le lieu de travail. Alors comment faire? Il y a eu une tentative, alors il y a bien longtemps, beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas, voire n'étaient pas nés à cette époque. Les lois Auroux de 1982, il y a eu une loi sur le droit d'expression des salariés, sur l'organisation de leur travail. L'intention était excellente, mais ça a rapidement échoué pour 3 raisons qu'on peut identifier, que Jean Auroux lui-même a identifiées. La première, évidemment, c'est l'opposition du patronat, qui ne souhaite pas du tout partager le moindre pouvoir en matière de décision sur l'organisation du travail. Bon, ça n'a pas changé. La deuxième raison, c'était l'hostilité ou l'indifférence des organisations syndicales. À l'époque, sauf la CFDT, qui avait été une des inspiratrices des lois Auroux, tous les autres syndicats disaient ça c'est de la collaboration de classe, on ne va pas mettre notre doigt dans l'organisation du travail, ça c'est au patron de faire. On était dans le compromis Fordiste que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, les syndicats, la plupart des syndicats, sauf peut-être Force ouvrière, ont bougé fortement là-dessus. Et ils sont demandeurs de ce que certains appellent un dialogue professionnel, la possibilité pour les salariés d'intervenir, de débattre de l'organisation de leur travail. Et puis, dernier point qui a expliqué l'échec de la loi Auroux, c'est qu'elle était très floue, et en pratique, elle laissait aux managers la main sur l'organisation des groupes d'expression sur le travail. Et très rapidement, ces groupes sont transformés en cercles de qualité, et puis finalement ont dépéri. Donc, si on veut aujourd'hui instituer une nouvelle loi, et je pense qu'il faut passer par la loi parce que la résistance du patronat là-dessus, la négociation collective ne donne rien, on l'a bien vu depuis des années, instituer par la loi un nouveau droit à dire son mot sur son travail, il faut prendre en compte évidemment les échecs du passé et les aspirations des salariés d'aujourd'hui. Donc il faut d'abord rétablir l'élection de délégués de proximité en charge d'animer ce débat au plus près des salariés, donc au niveau des collectifs de travail, je dirais des unités, 20-30 personnes, qui est un délégué de proximité qui soit chargé d'organiser cette discussion avec les salariés. Il faut que ces délégués soient formés parce que c'est loin d'être évident d'animer des discussions comme ça sur le travail. L'expérience montre que ça demande des compétences, ça demande une formation. Il faut que les salariés aient du temps pour pouvoir, je termine, pour pouvoir participer à cette discussion. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une demi-journée par mois de temps de délibération sur le travail en l'absence de la hiérarchie, de façon à ce que la parole soit libre. Et avec évidemment ensuite des propositions qui sont formulées par les collectifs, portées par les délégués auprès des managers. Évidemment, ensuite, la discussion peut s'engager, le dialogue professionnel peut s'engager avec les directions, sachant que si un accident du travail ou une maladie professionnelle surgit par la suite et qu'elle peut être imputée au fait qu'une proposition des collectifs de travail n'a pas été prise en compte, une proposition explicitement formulée, eh bien la responsabilité pénale de l'employeur est engagée. Ça, c'est aujourd'hui dans le code du travail. Donc il y a un levier assez puissant pour peser sur les décisions d'organisation du travail. Bien sûr, ça va se heurter à une farouche résistance politique du MEDEF et de la plupart des grandes entreprises. Mais je conclurai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir ensemble à pourquoi nous travaillons, comment nous travaillons, quel est l'impact de notre travail sur notre santé, sur la santé environnementale, sur la société en général, sur la démocratie. Et on ne pourra commencer à revitaliser la démocratie politique qu'en revitalisant aussi la démocratie au travail. Et je pense que pour les écologistes, il y a aussi un enjeu très important derrière ça, qui est la question de ralentir. Il faut qu'on ralentisse la machine infernale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et on a besoin de ralentir pour délibérer, et on a besoin de délibérer pour ralentir. Donc voilà, je crois que cette question de la démocratie et du temps de discussion et de délibération au travail est aujourd'hui, me semble-t-il, une des questions clés et une des lacunes essentielles, je dirais, du programme du nouveau Front populaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
On va maintenant justement entendre la parole syndicale, justement de l'organisation de salariés, de comment vous portez la voix des salariés dans ce moment où le mal-travail est en train d'augmenter. Donc à la fois, qu'est-ce que vous constatez depuis le syndicat et puis peut-être même avec votre expérience au ministère du Travail, et quelles sont les propositions que vous portez en tant que syndicat? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à cet événement. Merci Thomas pour ta présentation très claire préalable. Peut-être partir d'un constat, c'est que un constat très positif pour tout le monde, c'est que depuis la mobilisation sur les retraites et notamment dans le cadre de la dissolution et de la campagne express qu'on a toutes et tous eu à faire, on voit une vague de syndicalisation dans tous les syndicats, mais notamment à la CGT. Rien que sur le premier semestre 2023, donc le cœur de la bataille contre la réforme des retraites, on a enregistré plus 200% d'adhésion dans notre syndicat, et on a vu de nouvelles adhésions dans la campagne législative qu'on a vécue il y a quelques semaines aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mobilisation syndicale qui se fait, qui est très forte. Il y a une hausse de la confiance donnée aux syndicats, notamment à la CGT, en particulier chez les jeunes, en particulier chez ce qu'on appelle à la CGT les travailleurs qualifiés à responsabilité, les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise, profession intermédiaire, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié du salariat. Ce qu'on constate, c'est justement l'organisation que je représente, c'est la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens. On publie chaque année un baromètre des cadres, on les interroge sur comment ils se sentent au travail, et il y a toujours une question secrète qu'on ne publie pas, parce que les résultats sont toujours trop tristes pour la CGT, mais on leur demande: est-ce que vous faites confiance dans la CGT pour défendre vos droits? Et en 2023, on a constaté qu'un tiers des cadres nous faisaient confiance, et on a gagné 12 points en 7 ans, ce qui est énorme. Donc on voit qu'il y a une hausse de la confiance qui se fait dans nos syndicats, ce qui est très positif. Chez les ingénieurs cadres techniciens, on leur a demandé aussi: est-ce que vous êtes prêts à vous syndiquer pour gagner une hausse de salaire, la réduction du temps de travail, et il y en a 40% qui nous disent que oui. Donc on voit qu'on a un espace qui s'ouvre pour nous, pour l'organisation collective. Qu'est-ce que ça veut dire se syndiquer quand on est travailleur-travailleuse? C'est se questionner sur son rapport au travail, ce que disait Thomas à l'instant, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je me sens bien dans mon travail? Et c'est aussi vouloir reprendre la main sur le cours des événements, sur ces 8 à 10, 12 heures par jour que je passe loin de ma famille, loin de mes proches, loin des activités qui potentiellement m'intéressent plus. Et puis c'est une volonté de casser l'isolement, de ne plus être seul face à son travail, de se rassembler pour à la fois se protéger et agir collectivement. Donc ça, voilà un peu pour l'état des lieux qui, pour moi, me donne confiance dans le moment qu'on traverse aujourd'hui. Le mal-travail, il est très important, on en a parlé Cyrielle, il y a l'enjeu du sens, mais il y a aussi les symptômes les plus graves aujourd'hui du mal-travail qu'on constate, qui sont les accidents du travail graves, très graves, voire mortels, et les maladies professionnelles qui entraînent des morts au travail. On a depuis quelques années un regain de mobilisation autour de la journée du 28 avril, par exemple, qui est la journée internationale de lutte pour la santé au travail et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, puisqu'en France on est encore à 3 morts par jour au travail ou en lien avec le travail, c'était les chiffres de 2022, et donc c'est une réalité sur laquelle il faut qu'on se mobilise, qu'on s'organise collectivement, et qui est une réalité qui est directement imputable à ce dont parlait Thomas, c'est-à-dire l'organisation du travail. C'est l'organisation du travail par l'employeur, puisque l'employeur est le seul maître de l'organisation du travail dans l'entreprise ou dans les administrations, qui induit ces accidents du travail mortels, notamment en raison de l'intensification des rythmes pour maximiser les profits. Cette année, il y a eu des grèves en lien avec la journée du 28 avril, notamment au ministère de l'Environnement, où ils font face chaque année à des décès de leurs collègues dans le cadre de leur mission. Nous, côté CGT RGCATEC, je veux juste mentionner un outil qu'on a publié à ce moment-là, mais c'est un guide pour faire face, quand on est syndicaliste, à des suicides au travail ou des tentatives de suicide, puisque c'est aussi une des causes de la mortalité au travail. Et on l'a publié dans un contexte où on a pu montrer l'utilité des syndicats face à ce fléau des suicides et du mal-être au travail, notamment à la Banque de France. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a eu une vague de suicides avec une action très forte de la CGT, des enquêtes. Et ça me permet d'insister sur le rôle des syndicats très fort sur ces questions de sens du travail, de santé au travail, de lutte contre le mal-être au travail. Mais les syndicats, au quotidien, les syndicalistes
organisent des actions pour lutter contre ce qui porte atteinte à leur santé, à la santé de leurs collègues. C'est nous qui menons des enquêtes sur les accidents du travail pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur. C'est nous qui faisons appel à des experts pour qu'ils fassent un état des lieux de la situation des conditions de travail de nos collègues. Et tout ce travail, c'est un travail qui est malheureusement peu connu et qui pourtant doit être valorisé puisque c'est un travail de tous les jours. Le problème, c'est qu'on a perdu énormément de droits. Thomas en a parlé. Évidemment, la suppression des CHSCT avec les ordonnances, qui je rappelle, sont le premier texte qu'a fait adopter Macron à partir de son élection. Il est passé par ordonnance pour supprimer un grand nombre de droits des travailleurs, des travailleuses, notamment les CHSCT, mais c'est aussi la diminution du nombre d'inspecteurs du travail. Je peux en parler parce que c'est mon métier à la base, mais donc il y a 400 postes vacants aujourd'hui en France. Rien que si on remplissait les postes vacants, ce serait insuffisant pour répondre à la demande et aux besoins des salariés. Il y a aussi des manques évidemment dans les effectifs de la sécurité sociale, du contrôle des conditions de travail, ce qu'on appelle les CARSAT, la CRAMIF, la MSA pour les salariés agricoles, et puis un manque de médecins du travail puisqu'on en compte moins de 5000 en France pour prendre en charge l'ensemble des salariés. Sur la question du sens au travail, pour moi, elle couvre deux sujets importants que Thomas a aussi mentionné. La question du salaire, qui est quand même un sujet très central en ce moment, notamment dans la crise inflationniste qu'on connaît. Je pense que c'est important de revenir sur ça, sur l'enjeu du salaire, parce que la part allouée au salaire dans la valeur ajoutée, dans les richesses qu'on produit tous les ans, a réduit, et au détriment des salaires et en faveur du capital. On rémunère plus les actionnaires qu'on ne rémunère les salariés, et ça, il faut le prendre en compte. À quoi c'est dû ? C'est dû à une austérité salariale généralisée, sur les bas salaires évidemment, mais pas uniquement, particulièrement sur les salaires des professions intermédiaires et des cadres. C'est là-dessus qu'ils font des économies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 millions de personnes qui se retrouvent au SMIC, alors que le SMIC, je le rappelle, c'est un salaire minimum d'entrée pour les personnes sans qualification. Et c'est très important que les salariés puissent progresser dans leur salaire tout au long de la carrière, au vu des qualifications qu'ils acquièrent, et qui les rend plus efficaces et leur permet de produire plus efficacement, plus rapidement. Donc ce qui permet à l'employeur de gagner en valeur ajoutée. Merci. Donc on a ce sujet du SMIC, le sujet des inégalités salariales. Vous êtes probablement sensible à cette question, mais les économies faites par le patronat, elles se font aussi sur les femmes, notamment dans l'absence de reconnaissance des qualifications. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une infirmière qui a un bac+3 n'est pas autant payée qu'un technicien supérieur qui a un bac+3 aussi, parce qu'elle est dans un métier féminisé. Pareil pour une sage-femme qui a un bac+5 qui n'est pas payée comme un ingénieur. Et donc il faut revenir à cette question de l'association du salaire avec le niveau de qualification pour qu'on puisse récupérer la part de la valeur ajoutée qu'on a perdue ces dernières années. Un gros sujet aussi qu'on a, c'est la question des exonérations de cotisations sociales. Pourquoi on se retrouve dans cette situation où tant de salariés sont accrochés au SMIC et ne peuvent pas progresser? C'est parce qu'on a subventionné les employeurs pour qu'ils ne rémunèrent pas, pour qu'ils ne payent pas leur partie de leur cotisation à la sécurité sociale. Et ça, c'est une incitation pour eux à ne pas augmenter les salaires. Parce que si j'augmente les salaires, mon salarié, je vais devoir payer en plus des nouvelles cotisations sociales. Et donc ça, c'est un gros chantier sur lequel on doit travailler. Et puis on a globalement l'individualisation des salaires qui est associée aux méthodes de management dont Thomas a parlé, le lean management, c'est-à-dire donner des augmentations individuelles plutôt que des augmentations générales, donner de l'intéressement, de la participation plutôt que des hausses de salaire, donner des primes, comme la prime Macron, plutôt que là aussi des hausses de salaire. Et donc là-dessus, il faut, je pense, qu'on soit au clair sur ce qu'on attend. Et on a dans la période des mobilisations très fortes de salariés, pour citer des salariés cadres. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le cabinet Accenture, qui est un cabinet de conseil international. Ils ont pour la première fois lancé leur première grève salariale, c'était en octobre 2023, parce que leur patron, les dividendes ont augmenté de 15%, et eux, en hausse générale de salaire, ils ont eu 0%. Voilà. Et donc, à cette occasion, ils ont mené leur première grève. En termes de mobilisation, il y a l'enjeu évidemment de l'indexation des salaires sur les prix qui fait partie du programme du nouveau Front Populaire. C'est très important de le porter parce que ça permet de mettre en visibilité les salariés qui ne sont pas nécessairement au SMIC, et ils sont très nombreux, c'est des millions de salariés qui ne sont pas juste au niveau du salaire minimum. Et deuxièmement, la nécessité de mettre fin aux exonérations de cotisations sociales. On fait payer les patrons la part qu'ils nous doivent sur la sécurité sociale, et la mise en place de salaires minimaux d'embauche liés au niveau de qualification. Le deuxième
axe en fait de cette question du sens du travail, Thomas en a parlé, c'est la question de la démocratie au travail. Aujourd'hui, le travail, c'est pas un lieu démocratique en fait. L'employeur a tous les pouvoirs en matière d'organisation du travail. Sauf quelques rares exceptions, on a parlé des scopes tout à l'heure, ça a été évoqué. Les symptômes les plus graves de cette toute-puissance des employeurs, c'est les sanctions qui sont données aux lanceurs d'alerte, lanceurs et lanceuses d'alerte par exemple. Et il y en a de plus en plus, notamment sur le champ environnemental. Et pourquoi cette démocratie au travail, elle est mise à mal? Elle est mise à mal notamment à cause des reculs qu'on a subis avec les ordonnances travail, mais aussi à cause de vagues, de politiques aujourd'hui de discrimination syndicale, dont les CGTistes sont aussi les victimes. Et donc pour nous, il faut un choc démocratique dans les entreprises, c'est-à-dire donner plus de pouvoir, évidemment, pour nous aux représentants du personnel, regagner ceux qu'on a perdus mais en obtenir des nouveaux, faire baisser les seuils à partir desquels on a une représentation des salariés dans l'entreprise, donner plus de moyens, notamment en heures, puisque pour mener toutes ces actions dont je vous ai parlé, les enquêtes, les alertes, les expertises, il faut du temps. Et donc ce type de moyens. Il faut aussi démocratiser l'accès à l'information, la transparence dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opacité sur ce qu'est la stratégie de l'entreprise, quels sont les produits qu'elles utilisent, quelles sont les données concrètes sur les conditions de travail, et il faut pouvoir avoir un meilleur accès à ces données-là quand on est salarié ou représentant des salariés. Et puis une revendication qu'on porte notamment à l'UGICT pour les salariés qualifiés à responsabilité, c'est la possibilité d'avoir un droit individuel garanti collectivement, de refuser un ordre qu'on juge contraire à notre éthique professionnelle, et de formuler une proposition alternative et être protégé pour ça, de la même manière qu'on l'est avec le droit d'alerte. Ça, c'est quelque chose qu'on porte pour ne plus, pour faire en sorte que ces salariés soient plus enfermés dans soit tu te soumets, soit tu te démets et tu quittes l'entreprise. Je vais juste finir sur le secteur public, parce qu'il me semble que ça faisait partie initialement de notre préparation, mais c'est vrai que nous, ce qu'on remarque, c'est que dans le secteur public, ces enjeux sont pires qu'ailleurs, en fait. Quand on parle de secteur public, pour nous, du service public, on parle évidemment de l'État, de l'hospitalière, de la territoriale, qui d'ailleurs est essentielle pour la transition environnementale. Ça fait partie des services publics qui sont centraux et qui sont pourtant les moins bien financés, mais aussi la question du transport, de l'énergie. En matière de salaire, ils ont perdu 16% de pouvoir d'achat dans le secteur public, donc il y a une urgence à augmenter aujourd'hui le salaire des fonctionnaires. Et en matière de démocratie, il y a eu aussi des reculs avec la loi de 2019 sur les fonctionnaires. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des luttes syndicales gagnantes, pour repartir avec de l'espoir sur ce sujet. Chez EDF, dans le secteur de l'énergie, une mobilisation historique menée par l'ensemble des syndicats, mais évidemment porté par la CGT, pour lutter contre le projet Hercule de démantèlement de l'entreprise EDF, et c'est une victoire syndicale. On a réussi à faire reculer à la fois Macron et le patronat de l'énergie sur ce dossier. D'autres luttes importantes, alors j'en parle parce que c'est des travaux au de l'énergie. Une autre lutte importante, c'est dans mon secteur, c'est l'inspection du travail. Vous connaissez peut-être Anthony Smith, qui est collègue de Majdoulin, qui est inspecteur du travail et qui avait été suspendu, sanctionné, parce qu'il voulait bien faire son travail, comme le disait Thomas. Il a été sanctionné par Muriel Pénicaud, par Elisabeth Borne, et il a gagné. On a gagné après des mois, des années de lutte, notamment avec le soutien des parlementaires, et c'est là, je voulais insister là-dessus, sur l'importance du soutien des parlementaires dans les mobilisations, notamment des services publics, pour les rendre visibles et nous permettre de gagner. Merci. Peut-être revenir bien sûr sur ces constats, mais aussi sur le fait que s'il y a, les chiffres sont quand même hallucinants, 3 morts par jour liés au travail, c'est énorme, et en fait on en parle très peu. Tu parles d'indifférence finalement, et donc c'est pas une fatalité, c'est ce que tu dis, il y a des choix qui ont été faits, qui profitent à certains. Donc à qui ça profite, pourquoi ils ont été faits, et comment est-ce qu'on peut un peu changer les choses? Vaste question. Merci beaucoup Cyrielle, merci Madame la Présidente. Je remercie Charles de non seulement d'amener cette question du travail à l'université des écologistes, mais aussi de la porter à l'Assemblée sur l'industrie. Il est venu chez moi sur les questions de la logistique. Si vous voulez, moi j'étais en première ligne pour assister à ça comme reporter, chez moi mais aussi ailleurs, puisque avec la bâche si j'y suis ou avec mes films, je me suis déplacé un peu partout dans le pays pour voir le mal-être installé
dans le travail, et en particulier dans les classes populaires au travail. Et il y a une occasion qui est manquée, qui a été citée par Thomas, c'est la crise Covid. La crise Covid, elle fait que ce qui appartenait au paysage, ces gens qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui sont quelque part souterrains dans la société, alors qu'ils en sont au fondement, eh bien, ils apparaissent. Parce que nous, on arrête. Moi, j'arrête de travailler. Franchement, quand l'Assemblée arrête de travailler, c'est pas un souci majeur pour le pays. Quand on n'a pas de gouvernement pendant 2 mois, on s'en sort encore. Mais si jamais pendant 2 mois vous n'avez plus de caissière, si jamais pendant 2 mois vous n'avez plus de caristes, si vous n'avez plus de manutentionnaire, si vous n'avez plus d'auxiliaire de vie, si vous n'avez plus d'aide à domicile, si vous n'avez plus d'assistante maternelle, si vous n'avez plus tout ça, la société elle s'arrête immédiatement. Et donc, voilà. Ça a révélé ça, comme on le dirait, sur le plan de la photographie. Ça a été révélé ça. Excellent rapport commandé par Elisabeth Borne, Première ministre, à Christine Herrel, économiste du travail. Et elle lui commande un rapport, elle met en lumière, Christine Herrel, les 17 métiers de la seconde ligne qui aujourd'hui ont des conditions de travail moindres, qui respirent des mauvais produits, qui sont malades à 60 ans quand c'est pas avant, qui sont sous-payés, ainsi de suite, mais qui en revanche dans ces 17 métiers ont un plus grand sentiment d'utilité que la majorité de la société. Ils ont bien raison d'avoir ce sentiment d'utilité, parce que s'ils font plus leur boulot, c'est fini, ça s'écroule. Quelle est la conclusion? Donc, rapport académique remarquable de Christine Herrel, rendu à Elisabeth Borne, à l'époque Première ministre, qui en tire cette conclusion. Nous faisons confiance au dialogue social pour aboutir à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, par la main invisible du marché associé à la gentillesse mêlée des syndicats et des patrons, tout va aller pour le mieux et la providence va revenir dans le monde du travail. C'est vrai, évidemment, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Résultat, moi, pendant la crise sur les retraites, quand je suis sur les ronds-points, ce dont on parle, c'est inaptitude, inaptitude, inaptitude. Donc je me dis, bon, est-ce que ça a vraiment augmenté ou bien c'est un effet de loupe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me lance dans un rapport à la demande de la Commission des affaires sociales. J'utilise un petit bout de truc pour aller creuser cette question-là. Il y a aujourd'hui 100 000 inaptitudes par an. Et c'est le ministère du Travail qui a fini par me révéler ce chiffre. Ça a été l'enfer pour avoir un chiffre, mais 100 000. Il y a au moins 100 000 personnes qui entrent à Pôle emploi pour cause d'inaptitude. À moitié, les 2 plus gros facteurs, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc c'est physique. Le deuxième gros bout, c'est les burn-out, donc c'est les troubles psychiques. Voilà, les 2 gros facteurs avec un mélange de 2 sur les inaptitudes. Et dans la lettre que m'envoie le ministère du Travail, il me dit ça n'augmente pas. Donc en gros, rien à signaler. C'est normal. 100 000, vous imaginez, 100 000 personnes par an qui entrent à Pôle emploi, c'est comme si tous les ans, on voyait disparaître la totalité de l'industrie automobile dans notre pays. Ça ferait du bruit. Là, c'est passé sous le silence, dans l'indifférence, on met la poussière d'humain sous le tapis et on passe à autre chose. Et ils me disent ça n'a pas augmenté, c'est faux, en 10 ans ça a doublé. On est passé de 50 000 à 100 000. Donc, et c'est, je dirais, ce mal travail-là que j'ai tenté de révéler. Maintenant, je veux dire, puisque je m'adresse ici aux écologistes et au-delà à la gauche, je pense que si on dit tout ça sur le travail, c'est au nom du travail. C'est au nom des travailleurs. Je le dis franchement, c'est pas pour supprimer le travail. Parce que si on supprime le travail, il n'y a plus rien qui existe. Cette tente, elle a été montée par du travail, qu'il soit salarié ou bénévole. Si j'ai un micro, que la sono fonctionne, c'est parce qu'il y a du travail derrière. C'est parce qu'on a construit le micro, parce qu'il y a de l'électricité qui a été amenée. Tout ça, c'est un énorme travail. Donc quand on vient faire la critique du travail tel qu'il existe aujourd'hui, c'est pas pour le faire disparaître. Et même j'ai des doutes sur le faire diminuer. D'accord, je peux me faire siffler ici. Mais en revanche, c'est bel et bien au nom du travail. Je le dis parce que le travail a cette double face d'être à la fois une souffrance et une douleur aujourd'hui pour bien des personnes, et en même temps, sur la deuxième phase du travail, il y a la fierté et il y a l'utilité. Et il ne faut pas qu'à gauche, on oublie la part de fierté et d'utilité de participer à la société. Je le dis parce qu'on ne doit pas traiter les travailleurs, vous savez, les travailleurs dans le lexique, travailleur est devenu salarié. Travailleur, c'est actif. Salarié, c'est passif, c'est un contrat de travail et c'est tout. Et donc, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, entre autres, d'un parti communiste qui, à la Libération, avait héroïsé, par exemple, les mineurs, les travailleurs de la métallurgie et ainsi de suite, et qui en avait fait des acteurs.
des acteurs de leur travail et des acteurs de l'histoire. Il faut pas, si on veut parler aux gens, il faut en faire des acteurs aussi, des acteurs possibles de cette histoire-là, et pas seulement les traiter, à mon sens, en victimes, en comptabilisant seulement le nombre de morts, le nombre d'inaptitudes, et ainsi de suite, mais souligner, dire à quel point toujours notre société repose largement sur leurs épaules. Je le dis aussi parce que je pense que c'est le seul chemin que nous avons pour faire une écologie populaire. Si nous ne plaçons pas le travail comme trait d'union entre écologie et populaire, nous n'arriverons pas à rendre l'écologie populaire. L'écologie, c'est du travail. L'écologie, c'est du travail. Si demain, vous voulez transformer nos déplacements, transformer nos logements, en finir avec les 5 millions de passoires thermiques, réparer les canalisations, installer des haies dans les champs, avoir un atelier de réparation par quartier et par canton. Si vous voulez faire tout ça, il y a une masse de travail là-dedans. Et donc, je pense que pour s'adresser aux classes populaires, il ne faut pas leur dire que le travail va disparaître. Il faut dire que le travail va exister et qu'on a besoin de travail dans tout secteur-là. Il me semble que c'est le trait d'union possible entre écologie et populaire passe par le travail. Je vais vite parce qu'il y a 10 minutes. J'en suis à combien? Bon, j'en suis à ce qu'il faut. Je vais très vite sur des thèses, donc du coup j'affirme, mais il y a un lien immense entre travail et extrême droite. Chez moi, c'est par les délocalisations très clairement que s'est installée la peur, que la peur a rebondi sur on va chercher les boucs émissaires, les assister, ainsi de suite. On réclame du protectionnisme qui n'a pas été apporté par la gauche à l'époque, et aussi l'installation, comme ça a été dit par Thomas, mais c'était documenté par quelques chercheurs, le fait que le ressentiment à l'intérieur de l'entreprise rebondit en ressentiment public, en ressentiment à l'extérieur de l'entreprise. Je fais un lien entre travail et éducation. Dans mon bouquin sur le mal-travail, qui s'appuie largement sur les travaux de Bruno Palier, Que sait-on du travail, leur livre Que sait-on du travail, il montre qu'il y a une donnée particulière à la France, il y a deux données particulières à la France qui expliquent qu'on soit plus dans le mal-travail que dans des pays équivalents. La première chose, c'est le poids de la finance, qui a contribué à faire des choix sur délocaliser les entreprises, et ainsi de suite. Mais il y a une deuxième chose, c'est la puissance des diplômes dans un pays comme le nôtre, qui fait que ceux qui ont des diplômes à l'intérieur de l'entreprise se sentent supérieurs et peuvent imposer leur choix, et qu'il n'y a pas le choix et qu'on est sur un fonctionnement très hiérarchique avec les salariés eux-mêmes. Si vous voulez. Et, non, je pense que ça doit nous imposer une réforme de l'éducation. Je pense qu'au collège, voilà, ça y est, je vais sur un truc, mais je pense qu'au collège, jardiner, bricoler, faire de la techno et tout ça, ça doit pas être quelque chose de marginal, ça doit être quelque chose qui doit être central. D'abord, pour construire des êtres complets, moi je suis un être complètement incomplet, mais il nous faut construire pour demain des êtres autonomes et des êtres complets, et qui fait que quand on se dirige vers de la plomberie, qu'on se dirige vers de l'électricité, qu'on se dirige vers couvreur, ça soit pas un signe d'échec, mais que ça soit un choix qu'on a effectué parce qu'on y a touché au collège, et qu'il y aura une reconnaissance de la société qui sera liée à ça. Travail et démocratie. Jaurès disait « La Révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais elle les a laissés serfs dans l'entreprise. » Bon, roi dans la cité, franchement, je doute tous les jours. Mais en tout cas, elle les a laissés serfs dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'entreprise, il n'y a plus de droit à la parole. Et j'abonde pleinement à ce qu'a dit Thomas sur le fait qu'il nous faut une démocratie dans l'entreprise par le haut, c'est-à-dire la présence des salariés au conseil d'administration. Mais il nous faut aussi une démocratie dans l'entreprise par le bas, c'est-à-dire par des temps de discussion possibles sur comment se fait notre travail, comment on l'organise, comment on veut faire, sans présence de la hiérarchie. Une minute. Je vais y arriver. Sur quelque chose qui m'est cher, sur rassembler la France des bourgs et rassembler la France des tours, sur les quartiers et les clochers. Il est évident que quand on prend la question du travail, quand on va à Paris ou quand on est dans les grandes métropoles, les travaux que j'ai cités tout à l'heure, caristes, manutentionnaires, auxiliaires de vie, assistantes maternelles, sont des travaux qui sont effectués par des racisés. Quand on va dans le Vimeux, dans des coins plus éloignés, les mêmes travaux sont effectués par des blancs, pour parler franchement, quoi, d'accord, par des blancs et par des blanches, pour parler franchement. Je pense que le travail de rendre sa fierté au travail et de pouvoir bien vivre de son travail est quelque chose qui fabrique du commun entre les bourgs et les tours. Enfin, il ne s'agit pas, pour moi, aujourd'hui, d'aller chercher des compensations à une souffrance dans le travail.
Il faut diminuer, voire éliminer la souffrance à l'intérieur du travail. Et évidemment, c'est pas juste quelle place doit occuper le travail dans nos vies qu'il s'agit de se poser, mais quel est le contenu de notre travail? Quel est le contenu de notre travail? Que veut-on produire et que ne veut-on plus produire? Il faut qu'on puisse y avoir une délibération collective et ça ne soit pas les actionnaires qui décident de ce qu'on produit et ce qu'on ne produit pas. Où veut-on le produire? Comment veut-on le produire? Enfin, je termine par ma maxime traditionnelle. Les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, ils doivent pouvoir bien en vivre et pas en survivre, et ils doivent pouvoir bien le vivre. Je vous remercie. Je pense beaucoup de choses qui doivent résonner, Majouline Sbaï, dans ce que tu as, dans ton expérience, peut-être 2 sujets. Quand on dit quoi produire et comment le produire dans le textile, ça s'applique fortement. Donc qu'est-ce que tu as pu constater? Quels sont les combats justement sur cette surproduction et dégradation de ce qu'on vend et de la manière dont on le produit? Généralement, ça va ensemble. Et de l'autre côté, dans l'aspect positif, ce que tu as pu constater dans tout le domaine de l'ESS, notamment des coopératives, de la manière dont quand on change l'organisation, y compris la structure j'ai administrative, mais c'est pas le bon mot, justement démocratique de l'entreprise, comment ça a un impact sur le travail et l'intégration de tous au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de ne pas redire ce qui a déjà été dit brillamment par les précédents intervenantes et intervenants. Simplement partir du point de départ de mon engagement. Ça permet aussi d'avoir un autre angle d'attaque. Moi je suis engagée, je suis sociologue de l'environnement, je suis engagée en politique depuis longtemps. Et en tant qu'écologiste qui fait de la politique, quand on discutait avec d'autres partenaires, d'autres partis politiques, très souvent on nous disait « vous comprenez rien à l'économie, vous comprenez rien du tout. Vous êtes là avec vos utopies de transformation des villes, de transformation du travail, de l'économie, une transition écologique, etc. Mais l'économie, c'est pas ça. Et les entreprises, ça peut pas suivre votre modèle. Une entreprise, ça doit être rentable. Sinon, il n'y a pas de travail. Sinon, une société ne fonctionne pas. » Alors, j'ai été me former. J'étais déjà sociologue de l'environnement. Puis, je suis allée faire un an de cours du soir pour passer un Master 2 en économie innovation. Où toute la journée, on parlait business. Enfin, voilà. Et je vous le dis parce que c'est important de se rendre compte que du coup, on passe un peu de l'autre côté du miroir. D'abord, on rencontre plein d'entreprises, effectivement, avec qui on discute business. Et puis, on rencontre aussi des experts qui ne savent pas expliquer plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde économique. Et puis après, j'ai entrepris. J'avais déjà entrepris. J'avais fait une association, une coopérative, un restaurant coopératif. Mais là, je suis changée d'échelle puisque j'ai entrepris aussi avec des grandes entreprises. Parce que j'ai créé une fédération, une coopérative d'entreprises petites et grandes dans le domaine du textile. Et je peux vous dire une chose très simple, c'est que c'est venu confirmer ce que moi j'avais constaté. Sur mon territoire, on a désindustrialisé, c'est comme chez François, on a fermé des entreprises textiles qui fabriquaient des produits dont nous avions besoin. On les a fermés parce que les entrepreneurs, ceux qui avaient le capital à l'époque, ont décidé d'investir ailleurs. C'est les grandes familles que vous connaissez, les Bullier par exemple, etc. On ne va plus investir dans le textile à partir des années 80. On va investir dans la grande distribution de manière plus massive, c'est même antérieur, hein, bien sûr. Et puis, pour la partie de l'activité qu'on va garder, c'est-à-dire la distribution, eh bien, on va sous-traiter la fabrication à des pays où ça coûte moins cher. Et puis, nous, on va garder le commerce, le marketing, la communication. Je résume à gros traits. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les salariés des entreprises sont évidemment... toutes les entreprises qui ferment une à une sont désespérées, les fabriques, les peignages, etc., etc. Et puis moi, à ce moment-là de l'histoire, je rejoins une lutte de salariés, c'est le peignage de la Tossé, et on les aide en fait à s'organiser pour se battre, pour garder leur outil de travail. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les Duralex, et c'est pour ça que je rejoins toujours ces luttes-là. Parce qu'ils voulaient créer une coopérative aussi. Mais à l'époque, c'était pas mûr. C'était au début en 2004, c'était pas encore... mais on est quand même allé voir Ardelaine en Ardèche, qui est une coopérative lainière, puis c'était un peignage de laine. Et on a essayé de voir comment on pouvait, puis c'était pas possible à ce moment-là. Mais on a fait plein d'autres choses passionnantes, j'ai pas le temps de tout vous raconter.
Toujours est-il que j'ai gardé en tête cette idée qu'il faut une économie des besoins, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin sur un territoire? Oui, on a besoin de se vêtir, qu'on peut y répondre par des activités locales, que si on investit même un tout petit peu d'argent, on peut garder des moyens de production et faire participer les salariés qui sont les premiers experts de leur métier à la réinvention de leur activité. Ils savaient que leur activité telle qu'elle était, il fallait la changer. Ils avaient plein d'idées formidables. Donc on n'a pas pu les appliquer dès 2004, mais 10 ans plus tard, j'ai monté une coopérative sous un autre format qui fabrique à la demande, qui fait d'autres choses, etc., etc. Pour en revenir à la question du travail, c'est un tiers-lieu en fait. Donc il y a une hybridation des métiers, c'est ce que vient de dire, ce que vous avez toutes et tous dit. Hein. C'est-à-dire que on peut faire effectivement de la couture, confectionner des produits l'après-midi, mais le matin on peut faire des photos. On peut accueillir un groupe, on peut accueillir des lycéens pour leur faire une sensibilisation à l'éco-conception ou au gaspillage vestimentaire. On peut faire des conférences le soir. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et c'est inclusif puisqu'on fait des formations inclusives de type, si vous voulez, c'est des formations inclusives à la couture, à l'upcycling et à la vente durable. Et donc c'est des formations à la mode circulaire. Donc c'est des nouvelles formations innovantes qui n'existaient pas avant et qu'aujourd'hui tout le monde vient chercher chez nous, qui se sont déployées dans toute la France et qui permettent à des gens qui sont au RSA de tout de suite commencer à faire valoir leur savoir-faire. Souvent, c'est des gens qui savaient déjà un peu coudre, et de trouver un métier dans un atelier d'insertion ou de faire toute autre chose. Il y en a qui ont créé leur activité, il y en a qui ont ouvert leur boutique, il y a des tas de parcours passionnants. Mais ce qui est intéressant, c'est la mixité des profils, puisque dans un même lieu, vous avez des créateurs qui font des produits de mode et d'habillement hyper design, et puis vous avez aussi des dames qui, après avoir élevé leurs enfants, reprennent une activité. Vous avez des grandes entreprises qui viennent tenir des séminaires, et puis vous avez un défilé de mode le soir. Et ça, c'est une hybridation des métiers, des modes de vie. La vie rentre, c'est faire société, mais je pense que tu le diras bien mieux que moi, Charles, puisque tu en parles souvent. Donc cet exemple-là, moi, il me nourrit aujourd'hui pour me dire que, j'ai encore plein de choses à vous partager, mais je vais droit au but. Il y a deux choses, à mon avis, qui sont stratégiques. C'est qu'il faut protéger ces entreprises, et même les plus grandes, parce qu'aujourd'hui, on a une situation de concurrence déloyale. Ce qui se passe sur nos territoires, quand vous recréez par exemple la confection, donc l'activité manufacturière dont on a besoin, eh bien, c'est qu'on subit l'arrivée de sites de vente en ligne, etc. Vous me direz, ceux qui choisissent d'acheter du Made in France ne sont peut-être pas susceptibles d'acheter du Chine ou du Temu ou je ne sais quoi. Sauf qu'il y a un dommage collatéral qui est que les entreprises de distribution qui ont commencé à changer de modèle, qui ont commencé à réinvestir dans le Made in local, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à recréer des liens et à acheter des produits fabriqués en France dans nos ateliers. Eh bien, ces entreprises, elles, cette concurrence-là, elles la vivent de plein fouet. Je vais vous prendre un exemple très brièvement. On parlait de participation des salariés au travail. Il y a des entreprises que vous connaissez sans doute, je ne vais pas citer le nom des marques, mais qui ont commencé à devenir des entreprises à mission, à lancer des programmes de RSE, à faire participer tous leurs salariés, y compris dans les boutiques, à réinventer leur modèle, à refabriquer en France et à réinvestir même dans des outils de production en France. Ils ont aujourd'hui pris une telle claque avec cette concurrence qu'ils ont tout arrêté. Ils ont changé les dirigeants, ils ont stoppé les dynamiques et ils refont de l'achat en grand import, as usual, business as usual. Ils n'ont pas changé, ils ont pas pu continuer dans la dynamique qui était la leur parce qu'ils n'avaient plus les marges de manœuvre pour le faire. Ils auraient dû le faire avant, ceci dit, mais bon. Donc la concurrence déloyale, c'est un problème à tous les niveaux. Et le deuxième sujet, c'est dans quoi on investit pour l'économie, et j'arrête là, vraiment. Moi, je crois que quand une entreprise est en difficulté, comme c'était le cas de mon beau peignage de la Tossa avec mes copains, Boussit Belkacem et tous les copains là, qui voulaient faire une coopérative, eh bien, il y avait en même temps un gros projet de réaménagement, de reconversion du site industriel où ils étaient, et c'était des milliards d'euros de fonds FEDER, etc., qui arrivaient sur ce territoire pour réinvestir dans de l'activité. L'activité n'est jamais arrivée, et c'est toujours une friche. Spoiler alerte, c'est resté comme c'était. Mais plus sérieusement, il y aurait suffi de 1% des fonds d'investissement pour les aider à monter des activités coopératives sur le territoire. Ils voulaient, par exemple, faire de la gestion provisoire
en mettant des moutons. Enfin, c'est bête, hein, faire une ferme urbaine dans un endroit où à Roubaix, il y a vraiment peu d'espace vert. Ils voulaient recréer en fait eux-mêmes leurs propres emplois. Il aurait suffi d'1% participatif sur ce gros budget d'investissement pour tout changer, pour changer le visage du projet de réaménagement, pour changer et inventer aussi notre économie sur ces territoires. Quand une entreprise est en difficulté, il faudrait qu'on nous arrivions à déployer des moyens considérables pour faire en sorte que la reprise en scope, en coopérative, quand c'est possible, quand c'est pas des trop gros fonds comme la sidérurgie, etc., mais quand c'est des activités qui ne demandent pas trop de capital, eh bien, plutôt que d'attendre un repreneur dont la seule qualité c'est d'avoir hérité ou d'avoir réussi à lever des fonds, je vous dis juste un truc. Vous savez, Duralex, le repreneur qui était en concurrence avec eux, c'est un repreneur qui n'avait pas d'argent. Hein. C'est la BPI qui lui donnait 4 millions en fonds de roulement, en cash, et 3 millions en investissement. Les gens arrivent avec 0, ils peuvent racheter une entreprise simplement sur leur nom. Et les Duralex, eux, ils avaient juste une garantie d'emprunt. Voilà. Donc vous vous rendez compte de l'inéquité avec laquelle on traite les gens, ceux qui travaillent dans l'entreprise et ceux qui viennent parce qu'ils ont un nom, une entreprise, des connaissances et des réseaux. C'est pas juste. À la fin, ils ont gagné. C'est une bonne nouvelle. Donc je termine là-dessus. Recréer de l'équité dans le traitement des gens, des citoyennes et des citoyens, ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'avenir de leur entreprise, aidons-les à le faire, aidons-les à être partie prenante de la reprise de leur activité, de la réinvention de leur activité. Et en plus, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut tous s'impliquer dans cette histoire. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que clients, citoyens d'un territoire, on peut s'impliquer et venir dire, nous, on aimerait bien que telle entreprise fasse aussi telle activité, que les terrains qui sont autour, ça devienne une ferme, enfin des jardins partagés pour faire voilà. Et les salariés peuvent s'impliquer aussi dans toutes ces aventures-là. Et je crois que ça peut contribuer à réinventer le travail. Charles a initié ce travail sur l'industrie, de dire en fait comment est-ce qu'on arrive à faire selon les besoins et à pas dire on produit plus mais on produit autrement et on produit moins, mais dans un modèle industriel relocalisé, soutenable et en termes environnementaux et en termes sociaux. Donc vous voyez, il s'est donné un défi assez colossal. Il va nous en parler, c'est-à-dire de comment dans ce Tour de France, il a réussi à rencontrer différents types d'industries et à faire des propositions qui font qu'on arrive à penser dans une pensée écologiste des limites planétaires et de besoins, et de partir de besoins et non plus d'un système de surconsommation, et comment on arrive à penser ce modèle industriel en France. Merci Cyril, peut-être je m'écarterai un tout petit peu parce que je parlerai beaucoup du travail aussi dans... Non, il n'y a pas de souci. Peut-être simplement vous dire, moi j'ai longtemps travaillé sur la question de la démocratie. Et comme beaucoup d'écologistes sur l'approche de la démocratie participative, alors je l'ai appelé permanent parce que je sentais déjà qu'il y avait un truc qui allait pas très bien avec cette histoire de la démocratie participative. Petit bouquin qui est sorti il y a pas longtemps qui dit pourquoi il faudrait en sortir de la démocratie participative. Il est un peu provocateur quand on le lit, il dit pas exactement ça, mais j'ai travaillé là-dessus. Puis je travaille effectivement sur les questions d'industrie et je me suis dit quand même on passe 80% du temps éveillé au travail et c'est l'endroit où on pose plus du tout la question de la démocratie. Et donc en croisant les deux sujets qui ont été ceux qui ont nourri tout mon parcours et mes engagements politiques, je suis arrivé à une conclusion alors j'en ai deux, il y a une phrase que j'emploie tout le temps, c'est on ne change pas le monde sans les gens, et on ne change pas non plus le travail sans les gens qui le font. Et donc du coup, travailler sur la réindustrialisation, pour moi c'était pas simplement une question de savoir quels étaient les impacts de cette industrie, les impacts négatifs, mais c'était de se dire qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans de nouveaux droits salariés, sans de nouveaux acquis pour les salariés dans les entreprises. Et je pense que l'usine, puisqu'on veut réindustrialiser, donc on veut ramener des usines, on veut réinventer des usines, et bien une des premières dimensions, et pour moi elle est centrale, c'est celle de ceux qui vivent dans l'entreprise, qui font vivre cette entreprise, qui sont au cœur de cette usine. Et malheureusement, quand vous regardez la production législative là-dessus, la production des partis politiques là-dessus, y compris à gauche, et je partage tout à fait ce qui a été dit par Thomas Coutreau, finalement, on a eu une loi industrie verte qui ne nommait jamais celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise. C'est quand même dingue de dire, on va se projeter sur un futur de l'industrie dans notre pays, et on ne parle pas de celles et ceux qui sont dedans. C'est vrai que quand on parle du programme du nouveau Front populaire, il est souvent difficile de dépasser la question du pouvoir d'achat, qui est un sujet majeur, la question des salaires, qui est un sujet majeur, mais moi je crois qu'il y a trois composantes dans le travail. Il y a l'activité que l'on fait, et le sens qu'elle a, il y a les revenus, et il y a les relations que produisent le travail. Et à mon sens, aux trois niveaux, pour certains, c'est la dégradation totale. C'est-à-dire que pour beaucoup, le travail s'est dégradé sur les trois dimensions. L'activité qui ne fait pas sens,
les relations qui sont abîmées et le revenu. On a parlé de la smicardisation, ça a été très bien dit, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Et je peux donner un exemple vécu avec François quand j'ai été dans sa circonscription. Effectivement, on a été rencontrer des salariés de la logistique. Alors, c'était pas Amazon, mais bon, c'était la même famille de gros entrepôts logistiques. Ça représente quand même près de 30% des emplois industriels, pour vous dire combien il y a eu un transfert d'une partie de l'activité productive vers une activité de distribution. Et il y a des régions où c'est très marqué. Quand le textile s'en va en Picardie, on a un hub logistique qui s'est installé, et en région Centre-Val de Loire, on retrouve à peu près la même dans un certain nombre de territoires où on est saturé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entrepôt demain, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail dans ces entrepôts, mais en tout cas on est saturé et l'activité productive, elle a disparu. Et quand on rencontre les salariés dedans, juste un témoignage qui m'a marqué profondément, c'est un salarié qui nous expliquait que toute la journée, il avait un casque sur la tête, il était donc complètement coupé de toute relation avec ses collègues, et que toute la journée il entendait valider, valider, valider. Et il disait que quand il rentrait chez lui, il avait encore le valider, 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 valider dans la tête. Tu te rappelles, François, de cette expression-là. Et à ces gens-là, on a raconté une promesse de l'automatisation dans l'entreprise qui serait au service de la lutte contre le mal-travail, qui va améliorer les conditions de vie dans le travail. Vous allez voir, on va retirer des tâches pénibles. En vrai, partout où j'ai été, ça ne veut pas dire que ça soit une généralité, mais l'automatisation, elle a accéléré les chaînes de commandement. Elle s'est concentrée sur le commandement dans l'entreprise et elle a accéléré les cadences. Elle a accéléré les volumes qui sont transportés, par exemple, par ces ouvriers dans la logistique. Elle n'a pas amélioré. Et à chaque fois, on vous explique d'ailleurs les exosquelettes. Bon, peut-être on le fera, mais pas tout de suite parce que c'est pas prêt, c'est pas mûr. Et qu'elle a d'abord servi l'accélération de la productivité, parce que c'était ça l'enjeu. Et donc abîmer encore un peu plus celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, une de mes conclusions essentiel, c'est qu'on ne réindustrialisera pas le pays sans réinventer le travail, sans retravailler sur ce qu'est le travail. Moi j'aime bien ce que dit Thomas Coutreau, il l'a pas dit là, mais en tout cas moi je l'ai lu, peut-être je l'ai pas bien compris, mais c'est qu'il y a 3 sens au travail. Et les 3 sont en berne. Il y a ce que je fabrique, le sens presque procédural. À quoi je sers? Qu'est-ce que je fabrique? Et de plus en plus, des salariés travaillent sur des productions complètement séquencées. Ils ne savent pas ce qu'ils produisent. Ils produisent un élément d'un bien dont ils ne verront absolument pas la fin. Le deuxième, c'est l'épanouissement. Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans? Est-ce que je progresse? Puis le troisième, c'est l'impact sociétal de ce que je fais. Je vais vous donner l'exemple des polluants éternels et de ce qu'on a vécu avec le lobby de la poêle à frire. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais en même temps, ce que ça a généré chez les salariés qui travaillent chez Tefal. Pas tous. Mais on aurait pu balayer d'un revers de la main en disant finalement ces salariés sont les alliés de leur patron et acceptent de faire des poêles qui sont dangereuses pour notre vie. Ben, nous on les a accueillis à l'Assemblée nationale, c'était pas simple l'échange. Effectivement ils arrivaient eux plutôt avec les arguments que leur avait donné la direction, on leur a donné d'autres, on leur a mis par exemple accès à ce que des chercheurs disaient sur quand vous chauffez à plus de 245 degrés le PTFE qui est utilisé dans la poêle, et ben il devient extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on en retrouve plein dans les analyses de l'eau à la sortie du drain de chez Tefal. Et ça, c'est pas un truc. Voilà, on leur a demandé s'ils étaient, on les testait régulièrement sur les PFAS. Moi, j'ai été testé. J'en ai beaucoup dans mes cheveux, vous le savez. Enfin, ce qu'il me reste de cheveux. Vous savez, je fais partie des députés qui en ont le plus. Mais eux, ne sont pas testés régulièrement. De cheveux ou de PFAS. Il faut voir. Et eux ne sont pas testés régulièrement. Il n'y a pas dans l'organisation de santé dans l'entreprise un test régulier pour savoir s'ils sont contaminés par le produit sur lequel ils travaillent. Et vous voyez, moi ça, quand j'entends ça, je me dis qu'on ne réindustrialisera pas, on n'écologisera pas l'industrie si on ne travaille pas sur toutes ces dimensions, et c'est absolument fondamental. J'ai pas le temps d'être trop long, mais pour moi ça veut dire conquérir de nouveaux droits. Il y a 3 dimensions de droits qui me paraissent essentielles. Il y a ce qui a été évoqué par Thomas Coutreau, qui sont les droits d'expression sur l'organisation du travail. Je viens pas dessus parce que tout a été dit, et bien mieux peut-être que je ne l'aurais dû, mais pour moi c'est central effectivement de penser l'organisation. Dans le manifeste que j'ai pu écrire sur une industrie qui serait réellement verte, j'ai fait un chapitre sur le type d'outils de production qu'on aura demain, l'usine de demain, de quelle manière elle s'organisera, parce que pour moi c'est extrêmement important. Le deuxième, c'est évidemment la protection des salariés. La protection des salariés, les questions de santé, ça a été évoqué, et je pense que là-dessus il y a de nombreux droits qui doivent être acquis. Par exemple, quand vous allez travailler dans une France à 50 degrés, qu'est-ce que ça veut dire que se retrouver dans une usine sous une température, dans de telles conditions? Moi j'ai visité avec Cyrielle Arkema,
du côté de Grenoble, un jour de canicule. J'avais les équipements de protection. Moi, je tenais 1 heure dans l'endroit. Je tenais 1 heure tellement il faisait chaud. Et puis on sortait dehors, il y avait les bassins de rétention des produits chimiques. Et j'interroge le directeur de site en disant, vous ne serait quand même pas étonnant qu'on les retirait des critères de pénibilité d'exposition aux produits chimiques. Et il m'explique, ben non, ils ne les touchent pas, ils ne sont pas exposés aux produits chimiques. Ce qui me paraissait, moi, complètement dingue. Je suis ressorti incommodé par ce que j'ai vécu dans cet après-midi. Et je pense que pour toi, Cyrielle, c'était à peu près la même. Donc il y a des enjeux de ce côté-là, droit de retrait, il y a à revisiter le travail, parce que les conditions dans lesquelles le travail va s'exercer vont se transformer. C'est aussi les questions de production que tu as pu évoquer, à mon avis, c'est important. Puis la troisième dimension, c'est un droit stratégique, un droit de participation à la décision, et j'insiste quand même sur la codétermination. Je vais déposer une proposition de loi en septembre sur la codétermination. La codétermination, c'est la place des salariés dans les choix stratégiques de l'entreprise. Moi, je suis même favorable, je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays, à ce que des salariés qui sont membres des CSE, des conseils sociaux et économiques, puissent aussi être ceux qui sont administrateurs dans l'entreprise, pour qu'il y ait un lien direct entre ce qu'on discute dans un conseil d'administration d'entreprise et ce qu'on discute dans un CSE. Donc ça ne peut pas être 2 endroits qui ne se disent pas les mêmes choses. Et ça me paraît très très important. Je suis mieux disant que le programme de l'NFP, alors je ne sais pas si on a le droit ou si je vais me faire retirer mon investiture pour la prochaine fois, parce qu'il va y avoir plein d'élections, vous le savez, on s'y prépare. Mais je propose qu'il y ait 50% de salariés dans les conseils d'administration à partir de 250 salariés dans les entreprises, quand le programme dit 1/3. Moi, je crois qu'on a de bons exemples autour de nous. L'Allemagne, on a la Norvège, on a le Danemark, on a plein de pays européens. Et je pense que quand on fera ça, on aura des chances de faire durer les entreprises beaucoup plus que quand c'est le capital qui s'en occupe. Quand les salariés sont dans le tour de table, ils ont une préoccupation quant à la durabilité de leur travail, quant aux conditions d'exercice de leur travail, quant à l'avenir de leur entreprise. Et je finis là-dessus, elle l'a dit, Majdouline, je dis souvent qu'une entreprise s'appelle une société. Voilà. Et que ça n'a pas grand-chose, une société. En vrai, c'est devenu totalement privatisé par le capital. Et que moi, je crois que l'entreprise doit redevenir une société avec des composantes, le capital, le travail, mais pourquoi pas au-delà de ça, les territoires qui peuvent être déshabillés du jour au lendemain, et c'est des conséquences dramatiques dans des territoires quand toute une activité, quand Tefal dit Romilly c'est Tefal et Tefal c'est Romilly, si vous leur dites que c'est pas bien les PFAS, vous êtes en train de leur dire qu'il n'y aura plus d'histoire à Romilly. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer avec les PFAS, mais ça veut dire qu'il faut faire avec les salariés pour penser autrement le devenir du territoire, et puis pourquoi pas des ONG, etc., etc. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, et là on a des modèles, on a les scopes, qui sont des modèles qui peuvent totalement nous inspirer là-dessus, mais pour moi c'est aussi un des sujets importants. Droit de protection, droit d'expression et droit de décision dans l'entreprise, c'est à ce prix-là qu'on aura une réindustrialisation verte. J'ai 2 questions. Je suis assez surpris parce que je pense que l'organisation du travail, le fonctionnement des entreprises n'est plus adapté aujourd'hui à la société et aux attentes des uns et des autres. Ça, c'est très clair. Par contre, je suis très surpris que vous ne parliez pas de 2 concepts. Un qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas très déployé aujourd'hui, c'est l'entreprise dite libérée. Aujourd'hui, Airbus l'a mis en place dans une division, je crois. Oui, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui fonctionnent avec ça et dans lesquelles les salariés ne veulent pas revenir au système hiérarchique précédent. Et puis, quand on parlait d'association des salariés au conseil d'administration dans les entreprises un peu plus importantes, il faudrait regarder le concept de bicamérisme, qui est ce qui est développé par Isabelle Ferreira, qui est une sociologue à Louvain, et Dominique Méda aussi, qui ont écrit là-dessus. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant et très important et qui peut fonctionner. Hein. Et d'ailleurs, je crois que dans certains pays, ça fonctionne. Donc, entreprise libérée, ça a quand même plus d'avantages que l'entreprise aujourd'hui hiérarchisée, taylorienne ou militaire. Et puis, l'autre concept de bicamérisme. Merci beaucoup. Joël Chalavou, je suis conseillère départementale dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et je porte un projet de revenu de transition écologique et je souhaiterais très vivement qu'on introduise dans le programme d'Europe Écologie maintenant, ou même du nouveau Front Populaire, encore mieux, ce revenu de transition écologique qui répond à tellement, je ne peux pas redévelopper tout ce que vous avez dit, mais au niveau démocratique, au niveau projet territorial, on peut le coupler avec des territoires zéro chômeur, où il y a tout un plaidoyer sur le travail décent.
Et j'aimerais vraiment, si on fait un travail ensemble là-dessus, j'aimerais vraiment y participer parce que je pense que c'est essentiel. On met de l'argent actuellement pour refaire des moteurs électriques, mais pas du tout pour investir dans la transition écologique en partant du bas, en partant du terrain, en partant des territoires. Voilà, merci. Ma question, là vous m'entendez? Bon, ma question c'était sur l'éco-syndicalisme. Ça fait des années qu'on essaye qu'on est quelques-uns au sein des Verts et bien au-delà essayer de porter ça. Et bon, ça sera une des réponses à toutes les questions qui ont été posées. C'est quoi l'éco-syndicalisme? On parle de l'utilité sociale des productions, on parle des risques et pollutions industrielles, etc. Là, il y a un enjeu de partenariat entre les travailleurs, les syndicats, la Confédération paysanne, des experts, etc. Il y a deux exemples. La CFDT a lancé le pouvoir de vivre, qui va au-delà du pouvoir d'achat, avec Greenpeace, ATD Carmonde, Oxfam, etc. La CGT avait lancé Plus Jamais Ça, qui est devenue l'Alliance écologique et sociale. Bon, la copine de la CGT pourra peut-être nous expliquer pourquoi il y a eu quelques difficultés au Conseil fédéral, mais ça continue dans un certain endroit. Moi, je suis sur Rouen. On a eu des exemples vraiment de partenariats très utiles qui ont gagné. Par exemple, le directeur général de Greenpeace est venu avec Martinez, les élus écolos, les salariés de l'entreprise, bien sûr, le syndicat CGT de l'entreprise, et tout ce truc, on a gagné par rapport au débat. Donc là, je pense qu'il y a... Alors, si dernière chose, et je m'arrête, il y a un truc qui renvoie à ça, c'est le blog syndicollectif.fr, qui régulièrement donne des infos intersyndicales et éco-syndicales et peut être un point d'appui sur d'autres choses. Il s'agit moins de survivre dans des métiers qu'il ne faut plus faire. Je suis désolée, il y a des métiers qu'il ne faut plus faire et plus faire rapidement. Donc, en fait, il faut offrir aux salariés la possibilité de bifurquer. Et moi, cette histoire de budget formation, compte formation, où dès 16 ans, on a un certain nombre d'années prise en charge pour bifurquer. J'ai pu bifurquer, mais parce qu'il y a eu une intersyndicale, parce qu'il y a eu... J'avais des conditions possibles, les moyens de le faire, mais beaucoup n'ont plus de sens. Alors, le travail voudrait bifurquer, et j'en suis témoin tous les jours, et ne peuvent pas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est convaincre effectivement du management. Et nous avons des personnes comme Olivier Hamon, par exemple, qui parlent de robustesse et qui montrent que par rapport aux fluctuations, aux grandes fluctuations, le lean management ne tient pas parce qu'il ne marche que sur l'optimisation. Donc le grain de sable, il fout tout par terre. Donc là, nous avons des alliés. Nous avons des alliés au Shift Project pour voir aussi qu'on aime ou on n'aime pas Jean Covici, je m'en fous, mais ils ont fait un travail métier par métier pour voir ce qui ne fait plus de sens et ce qui pourrait en faire. Donc nous avons des alliés qu'il faut activer. Et voilà, donc moi, ces deux points, c'est leur permettre de bifurquer là où c'est possible. Le bio, c'est cher, l'écolo, c'est cher, les conditions de travail acceptables, c'est cher. Vive Temu, vive Shai, vive Alibaba, vive Amazon, quid du protectionnisme. De toute façon, c'est des discussions qui continueront. Vous pourrez croiser tout le monde sur le site des JDE, c'est ça qui est sympa. Et même après, au début, il y a des élus engagés qui répondront à vos questions et à vos sollicitations. Je vais aussi demander à nos intervenants de faire un peu court pour les réponses. Voilà, on peut peut-être commencer. Ça, Julie, si tu veux. Très court, et je suis à votre disposition pour poursuivre la discussion. Simplement sur le protectionnisme, évidemment, on a un engagement très important. Moi, je vais siéger à la commission commerce international et la coordonner au niveau du Parlement européen. Et donc, on a dans notre programme, dans les engagements que je prends, et on pourra en reparler après, un sujet stratégique. D'ailleurs, j'en ai parlé tout de suite, la concurrence déloyale et la question du protectionnisme. Si on veut une autre économie à notre travail, c'est indispensable. Oui, juste un mot sur deux choses. L'entreprise libérée, donc moi j'ai un peu bossé là-dessus, et en gros l'idée c'est que oui, il y a des patrons éclairés qui sont arrivés à mettre en place, notamment dans des PME, des modes d'organisation beaucoup plus décentralisés qui par certains côtés se rapprochent de l'autogestion, sauf que le profit continue à être monopolisé par le patron, mais à part ça, on a des modes d'organisation extrêmement intéressants dans un certain nombre de boîtes. C'est des PME. Chez Airbus ou dans d'autres grands groupes où ils ont tenté des expériences de ce type, ça a très vite tourné court. Parce que le top management
n'a pas suivi les directeurs de sites ou les directeurs de chaînes qui s'étaient lancés. Et quand ils sont partis, quand ils ont été mutés, l'organisation a été remise au carré. Et donc ça, voilà, il y a des tentatives qui sont parfois intéressantes, mais qui ne prospèrent pas dans les grands groupes. La deuxième chose, c'est sur le revenu de transition écologique. Alors là, c'est évident, ce serait un débat en soi, mais moi, je suis absolument convaincu que l'histoire du revenu universel, on donne un chèque à tout le monde et chacun fait ce qu'il veut avec, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Par contre, le revenu de transition écologique qui va financer des projets ancrés dans des territoires, amorcer la possibilité d'auto-organisation locale pour répondre à des besoins dans des circuits courts, dans des projets collectivement gérés, démocratiquement gérés. Alors là, je crois qu'il y a vraiment un projet très intéressant à développer qui, pour l'instant, effectivement, est encore un peu dans les limbes. Je vais choisir mes questions, je suis un peu partiale. D'abord sur la question de la bifurcation, je pense que ce terme est vraiment intéressant parce qu'en plus il est revenu dans le centre des débats avec les jeunes d'AgroParisTech qui ont annoncé ne pas souhaiter s'investir dans les industries pour lesquelles ils avaient été initialement formés. Je pense que l'enjeu c'est la bifurcation collective et pas uniquement individuelle, parce que sinon on fait reposer uniquement sur les individus à la fois la liberté et la responsabilité de bifurquer. Or aujourd'hui il faut qu'on bifurque collectivement, pour ça il faut des droits collectifs et on en a globalement parlé. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire la CGT, hein. Ça fait partie et ça répond aussi à la question sur plus jamais ça. On a publié en mai 22 propositions, un plan d'action environnemental, social et environnemental pour lier les deux questions sociales et environnementales, pour faire en sorte de reprendre la main sur le travail, de ne pas subir les délocalisations, les licenciements collectifs comme il se joue en ce moment. Par exemple dans l'industrie automobile, ça a été évoqué, 100 000 emplois qui sont menacés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a juste pas su prendre le tournant du véhicule électrique, alors que nos camarades CGT nous disaient dès les années 2000, mais nous on sait fabriquer des entreprises électriques à bas coût, peu cher, qui permettraient aux gens d'acheter en fait des véhicules électriques ici fabriqués en France et pas fabriqués en Chine qu'on fait venir sur des cargos. C'est le projet Helios qui est devenu le projet Gazelle, qui sont inspirés directement de projets qui ont été menés dans les années 70 par des syndicalistes Ingé et Tech chez Renault, qui ont voulu fabriquer et qui ont inventé comme ça la Twingo. En fait, l'expertise, ça a été raconté, elle existe chez les salariés, mais il faut juste pouvoir avoir les espaces pour qu'elle s'exprime. C'est la démarche CGT. Et je vais finir là-dessus. Justement, il y a parmi les droits qu'on n'a pas évoqués, mais je pense qu'il y a l'enjeu d'avoir pour les CSE un droit de veto sur certaines stratégies de l'entreprise, pouvoir véritablement imposer des alternatives. Et puis on a créé justement à la CGT un outil qui s'appelle le Radar Travail Environnement. On l'a créé avec Pour un réveil écologique, qui est une association de jeunes diplômés engagés sur les questions environnementales. Je vous laisse quelques papiers sur le sujet, vous pouvez les faire tourner si vous voulez, qui est un outil qui vise à donner la parole justement aux salariés sur qu'est-ce qu'ils feraient à partir de leur micro-expertise professionnelle individuelle pour transformer le projet stratégique de l'entreprise et surtout les organiser collectivement pour qu'on puisse dépasser juste l'étape de mon avis sur mon boulot c'est ça, mais vraiment le gagner concrètement, comme le font les camarades avec le projet Hercule, comme ça a été fait sur la centrale de Gardanne, où on a proposé des alternatives concrètes à Chapelle d'Arblay, etc., qu'on porte et à la fin on gagne. Alors pareil, je vais répondre à toutes les questions sur la question du bicamérisme. En fait, quand je parle de 50-50, d'une certaine manière, ça oriente vers la question du bicamérisme qui ferait une représentation du capital et du travail au moins à part égale à l'intérieur de l'entreprise. Après, la question est de savoir comment on l'organise, cette discussion à l'intérieur de l'entreprise, de quelle manière, est-ce qu'il y a deux chambres ou il y a une chambre, quelle façon on se fait. Donc ça, voilà, mais en tout cas, évidemment, c'est la direction qu'il faut prendre. Sur la question du revenu de transition écologique, moi, je partage, je voudrais parler de salariés, la CGT y est associée d'ailleurs du côté de l'aéronautique à Toulouse, des ateliers d'ICAR, qui ont fait un travail assez extraordinaire pour analyser, qui disaient en gros notre secteur va décliner, ça répond un peu à la question des emplois qui devraient disparaître ou pas. Moi je pense que c'est aux salariés concernés qu'il faut aussi un peu poser la question, et c'est aussi un peu avec eux qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui doit disparaître. L'activité doit se modifier. Eux disent il y aura moins d'avions et il n'y aura pas de croissance, c'est pas possible de continuer une croissance dans la matière. Et ils disent on a plein de compétences qui pourraient servir dans plein d'autres domaines. Ils ont fait ce repérage, ils ont fait un boulot de dingue pour dire voilà. Et aujourd'hui ils défendent l'idée d'une polyactivité. C'est-à-dire qu'une journée de leur semaine, qui ne serait pas une réduction du temps de travail, ou qui serait une réduction au vu de l'entreprise, pourrait être socialisée pour des activités
d'utilité, de transition, et je pense que là il y a des choses à réfléchir parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Sur la question de l'éco-syndicalisme, moi je pense qu'il faut surtout aussi inscrire beaucoup mieux dans le dialogue social la question écologique. Il faut un dialogue social et écologique, c'est dit dans la loi, mais c'est peu, à mon sens, mis en œuvre. Par exemple, les banques de données sociales et environnementales ne sont pas à la hauteur. La formation pour pouvoir débattre de ces questions-là n'est pas suffisamment au rendez-vous. Et je pense que si on va plus loin là-dessus, alors il y aura, dans le syndicalisme en général, cette question sera mise à la même hauteur que la question sociale. Et pour moi, ça, c'est assez fondamental. Et puis quand même, parce qu'on est dans un truc écolo, on ne parle pas de réduction du temps de travail. Et que François serait sans doute... voilà, moi, je crois pas qu'il faille faire disparaître le travail, il faut lui retrouver sa fierté. Pour autant, la question qu'il occupe, la place qui est occupée, la façon dont on le partage, et le temps qui pourrait être libéré au service d'une participation démocratique qui serait renforcée parce que dans le travail, on aurait retrouvé des vertus d'une démocratie au travail. À mon avis, la question, elle se pose plus dans ces sens-là que d'une approche seulement par la pénibilité. Je dis ça, on n'a pas été très bon, me semble-t-il, mais c'est un point de vue. Pendant le débat sur les retraites, on donnait le sentiment que notre préoccupation, c'était, bon, bah quand même, le travail, c'est un enfer. À la fin, on doit avoir une bonne pension parce que c'est bien mérité d'avoir autant peiné. Je dis ça, je trouve que toutes ces dimensions du travail, c'est pas celles qui sont ressorties du débat, et que c'est dommage, et que c'est dans les temps à venir un sujet majeur à mettre sur la table. D'abord, je reviens en soi sur la réduction du temps de travail. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est à la fois l'histoire d'une fierté par le travail et en même temps d'une réduction par le congé maternité, les congés payés, les 40 heures et ainsi de suite. Donc il n'y a pas à dissocier, je dirais, le droit à la paresse de la fierté du travail. Le droit à la paresse, on doit pouvoir avoir le droit à des jours de paresse en tout cas. J'ai amené mon bouquin, il est gratuit, je le livre gratuitement à la sortie pour ceux qui le veulent, comme ça permet de faire plus court. Un point sur, et c'est lié à ce rapport au temps, je veux dire la réduction du temps de travail qui a été produite par la gauche plurielle a eu des effets qui ont été des effets très contrastés et dans des endroits très négatifs, avec le temps qui est passé au travail doit être intensifié. D'abord, on choisit moins quand est-ce qu'on vient, parce que voilà, et le temps, il s'est retrouvé à être intensifié. Quand on me cite Airbus, moi j'ai Airbus chez moi, à Méholt, donc dans la Somme, à Aerolia, et d'abord, ce qu'ils font avec les sous-traitants, c'est la mise en pression des sous-traitants. Donc, il y a ce qu'on fait dans l'entreprise et ce qu'on fait subir à ces sous-traitants. Et ensuite, les récits qui me sont faits, c'est d'une très forte intensification, au nom parfois même de l'ergonomie. C'est-à-dire qu'auparavant, le gars allait chercher son outil à son truc pour mettre des vis et percuter. Maintenant, ça lui pend au-dessus. Donc, du coup, il n'a plus qu'à le faire comme ça. Mais il a multiplié par 2 le nombre de vis qui sont mises. Et en fait, c'est des troubles musculo-squelettiques qui me sont décrits à partir de 35-40 ans. D'accord ? Donc, c'est pour moi la question du temps au travail est absolument essentielle. Je considère que le travail, ça doit être comme la nage et la brasse coulée. On fait une brasse, on respire, on fait une brasse, on respire. C'est-à-dire qu'on a des temps de pause à l'intérieur de son travail. Or aujourd'hui, les salariés sont mis en apnée. Ils travaillent, ils font des tâches, et ils ne respirent plus à l'intérieur de tout ça, ce qui produit des troubles psychiques et des troubles physiques à la fois. Dernier point sur la question du protectionnisme, c'est évident. Moi, je suis pour les taxes aux frontières, je suis pour des barrières douanières, je suis pour des quotas d'importation, et depuis longtemps. Mais il est évident qu'en économie ouverte, si on est en économie ouverte, eh ben, il y a un dumping social, fiscal, environnemental qui se produit. Et il faut instaurer des règles. Il ne s'agit pas de construire une autarcie. Il faut introduire des règles au commerce. Sinon, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, sur les masques. Il y a une vraie volonté de Macron de dire, voilà, on veut le retour du masque en France après le Covid. Résultat, on a donné de l'argent, on a subventionné pour qu'il y ait des usines de masques qui se créent. Et dans la foulée, dans les mois qui ont suivi, les mêmes usines à qui on avait donné des centaines de milliers d'euros ont fermé, parce que c'était quand même à 99% du masque chinois qui était produit, importé. Donc il faut choisir, soit on choisit d'avoir une industrie qui produit ça au moins sur un certain pourcentage de notre consommation, et à ce moment-là il faut instaurer des règles à ça, soit on choisit de juste avoir le moins coûtant immédiat, et à ce moment-là on ne pose pas de règles. Mais si jamais on veut le vrai retour d'une industrie, si on veut améliorer les conditions de travail, si on veut un certain nombre de choses sur le plan environnemental, il y a la nécessité d'une protection. Eh bien, merci à tous. Bonne continuation de ces journées d'été. Et voilà. Juste vous dire pour celles et ceux qui ont envie de prolonger les